Je m'appelle Camille Legrand. J'avais 30 ans. Et au moment où mon père m'a traité d'égoïste, je me tenais à côté d'un quai de déchargement avec une tablette dans une main et une confirmation de paiement dans l'autre. Je travaillais comme analyste en conformité pour un distributeur de matériel médical à Lyon, ce qui signifiait que je passais mes journées à repérer les erreurs avant qu'elles ne deviennent des catastrophes. C'était la partie la plus cruelle. Au travail, j'étais payé pour remarquer les signaux d'alerte. À la maison, on m'avait appris à les ignorer. Cet après-midi-là, je venais d'approuver le dernier virement vers ce que ma famille appelait le compte de soutien familial. Un joli petit nom pour le compte qui engloutissait près de la moitié de mon salaire chaque mois. Échéance de prêt immobilier, prime d'assurance, réparation de la Peugeot, mensualité de carte de crédit, courses d'urgence, frais d'inscription à l'université. D'une manière ou d'une autre, chaque crise portait mon nom écrit sur la solution. Puis mon téléphone a vibré, un message de groupe. Nous pensons qu'il est préférable que tu prennes un peu de recul pour l'instant. Cela venait de mon père. Avant même que je puisse taper quoi que ce soit, ma mère a réagi avec un pouce levé. Puis un autre message a suivi. Tu ramènes tout à l'argent, Camille. C'est égoïste. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots ne semblent plus réels. Égoïste. Après 7 ans à payer des factures que je n'avais pas créées, à couvrir des erreurs que je n'avais pas commises, et à sourire pendant que tout le monde appelait cela de la loyauté familiale, ils avaient décidé que j'étais le problème. Mes doigts ont bougé avant que ma peur ne puisse les arrêter. C'est compris. Je vais respecter cela et je me retire aussi du fonds familial. J'ai appuyé sur envoyer. Ensuite, j'ai ouvert l'application bancaire, annulé chaque virement automatique, je me suis retiré de chaque paiement partagé et je suis parti. Pas d'argent, pas de soutien, pas de pitié. Avant de vous raconter ce qu'il a dit ensuite, et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous cette vidéo? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le premier appel est arrivé 6 minutes plus tard. Je n'ai pas répondu. Le deuxième est arrivé avant même que je ne revienne à mon bureau. Au moment où je me suis assise dans mon espace de travail, mon téléphone s'était allumé 12 fois, et chaque vibration ressemblait à quelqu'un frappant à une porte que j'avais enfin verrouillée. J'ai retourné l'écran face contre table et j'ai ouvert le tableur que je devais réviser, mais les chiffres étaient flous. Pendant des années, j'avais été le bouton d'urgence sur lequel ils appuyaient chaque fois que la réalité devenait gênante. Maintenant, ils découvraient que les boutons d'urgence ne fonctionnent plus après avoir insulté la personne qui les a installés. À 16h17, mon père a envoyé « Ne sois pas dramatique ». À 16h22, ma mère a écrit « Personne n'a dit que c'était pour toujours ». À 16h31, ma sœur a envoyé « Peux-tu au moins attendre que mon paiement pour l'école soit passé ?» Ce message m'a tout dit. Pas de « Est-ce que tu vas bien ?» Pas de « Je suis désolé ». Juste « Peux-tu continuer à payer jusqu'à ce que cela cesse de m'affecter ?» J'ai fermé les yeux et je me suis souvenu de la première fois où j'avais accepté d'aider. J'avais 22 ans, fraîchement diplômé d'un BTS, gagnant à peine de quoi payer mon loyer. Mon père a dit qu'il manquait un peu pour le prêt, juste pour cette fois. Ma mère a promis que cela ne deviendrait jamais une habitude. Ma sœur pleurait parce qu'elle avait besoin d'un ordinateur pour ses cours. J'ai renoncé à remplacer mon pare-brise fissuré et j'ai envoyé l'argent. C'était le début. Juste pour cette fois est devenu chaque mois. L'urgence est devenue la norme. La famille s'entraide est devenue Camille gère tout. À 17h, j'avais annulé la carte de débit partagée liée à mon compte, révoqué les autorisations de paiement pour EDF, retiré mon nom du forfait téléphonique familial et gelé la ligne de crédit que mon père utilisait pour les besoins du foyer. Je l'ai fait avec soin, légalement et proprement. Pas de cris, pas de menaces, juste des limites sous forme de mails de confirmation. Quand je suis sortie du bâtiment, l'air de la soirée était froid contre mon visage. Mon téléphone affichait 34 appels manqués. J'ai conduit jusque chez moi sans musique, serrant le volant si fort que mes articulations me faisaient mal. Une partie de moi s'attendait à ce que la culpabilité m'engloutisse. Au lieu de cela,
quelque chose de plus étrange s'est produit. Le silence. Pas exactement la paix, mais de l'espace. Pour la première fois depuis des années, l'urgence de quelqu'un d'autre ne dépensait pas mon argent avant même que je l'ai gagné. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner dans mon petit appartement et je me suis assise pour manger pendant que c'était encore chaud. À mi-chemin, mon meilleur ami Nicolas est arrivé au téléphone. Il était infirmier, le genre de personne capable d'entendre le trouble dans un simple souffle. « Tu l'as enfin fait, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. J'ai eu un petit rire nerveux. « Je crois que je viens d'être expulsé de mon propre budget familial. »« Non, » a-t-il dit. « Tu as arrêté de financer des gens qui te donnaient des coups de pied tout en te tendant la main. » Je voulais argumenter, mais je ne pouvais pas parce qu'au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Puis mon téléphone a encore vibré. Cette fois, c'était mon père. « Tu as jusqu'à demain matin pour arranger ça. Ne nous fais pas regretter de t'avoir fait confiance. » J'ai fixé le message pendant un long moment. Me faire confiance. Il ne m'avait pas fait confiance. Il m'avait utilisé. Puis m'avait traité d'égoïste quand j'avais fini par m'en rendre compte. J'ai tapé une seule phrase en retour. J'ai déjà arrangé ma part. Puis j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 89 appels manqués, 14 messages vocaux et une alerte bancaire indiquant qu'un de leurs paiements avait échoué à 6h03. C'était la première fissure. À midi, les fissures sont devenues un effondrement. La première conséquence réelle est venue par un message vocal de mon père. Et avant même de l'écouter, je pouvais deviner à la durée que la panique avait remplacé la fierté. Il durait 3 minutes et 18 secondes. Il a commencé par la colère, est passé aux accusations et a fini par quelque chose de proche de la supplication. Le paiement du camping-car a été rejeté. « Camille, j'ai besoin que tu remettes le virement avant qu'il ne facture d'autres frais. La mutuelle de ta mère n'est pas passée non plus. Et l'école de Léa dit que le plan de paiement était lié à ton compte. Tu ne peux pas tout retirer sans prévenir. » Sans prévenir. Cette phrase m'a presque fait rire. Je les avais prévenus pendant des années. Juste pas avec ces mots exacts. Je les prévenais chaque fois que je disais que j'étais fatiguée. Chaque fois que je disais que je devais économiser pour mon propre avenir. Chaque fois que je disais que je ne pouvais pas continuer à porter les rêves de 3 adultes et d'une adolescente sur un seul salaire, ils entendaient le son de ma voix, mais pas le sens. Le mercredi, le groupe familial était passé d'un rejet froid à un chaos contrôlé. Ma mère a envoyé une photo d'un avis de retard comme si c'était une preuve dans un procès. Mon père a écrit, c'est du sabotage financier. Léa a écrit, je ne peux pas croire que tu me fasses ça. J'ai failli répondre, non, tu ne peux pas croire que j'ai arrêté de te laisser me faire ça. Mais je ne l'ai pas fait. J'apprenais que chaque vérité n'avait pas besoin d'être livrée immédiatement. Parfois, la réponse la plus forte est un portefeuille fermé et un téléphone silencieux. Au travail, je me suis forcée à suivre la routine. J'ai révisé les contrats des fournisseurs, vérifié les documents de conformité et enquêté sur un écart d'expédition concernant des gants chirurgicaux. Cela aurait dû sembler ennuyeux, mais c'est devenu une encre. Chaque rapport propre me rappelait que ma vie pouvait avoir un ordre. Chaque tâche terminée me rappelait que j'étais capable de construire quelque chose qui ne tournait pas autour du sauvetage de personnes qui me détestaient de les sauver. Mais la culpabilité venait toujours par vagues. Elle me frappait le plus fort quand je passais devant la pharmacie près de mon appartement et que je me demandais si ma mère avait trouvé un autre moyen de payer. Elle me frappait quand je voyais une étudiante avec un sac à dos et que je pensais à Léa. Elle me frappait à minuit quand j'ai failli rallumer mon téléphone juste pour m'assurer que personne ne s'était complètement effondré. Puis je me suis souvenu du pouce levé. Mon père m'avait poussé vers la sortie. Ma mère l'avait approuvé. Ma sœur n'avait posé des questions que sur ses frais de scolarité. Il m'avait voté hors de la famille quand il pensait que je paierais encore la facture depuis l'extérieur de la pièce. Le vendredi, Nicolas est passé avec des plats à emporter et m'a trouvée assise par terre, entourée de vieux relevés bancaires. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il demandé. « Je compte. »« Tu comptes quoi ?»
J'ai brandi un dossier. Tout. Nous avons étalé les papiers sur ma table basse. Virement pour le prêt, franchise d'assurance, paiement par carte de crédit, facture d'électricité, frais scolaires, réparation de voiture, dépenses de vacances, commandes de courses, prêts d'urgence qui n'ont jamais été remboursés. Le total a fait s'adosser Nicolas en silence. 140 000 € sur 7 ans. Et cela n'incluait pas les anniversaires que j'avais manqués, les vacances que je n'avais jamais prises, les cotisations de retraite que je n'avais jamais versées, ou l'appartement que j'aurais pu acheter si je n'avais pas été si occupée à maintenir le confort de mes parents. Camille, a dit Nicolas doucement. Ce n'est pas de l'aide. C'est de l'extraction. J'ai regardé le chiffre jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Extraction. C'était le mot. Ils ne s'étaient pas appuyés sur moi pendant une période difficile. Ils avaient construit un mode de vie avec ma colonne vertébrale comme fondation. Le lendemain matin, j'ai appelé ma banque et j'ai demandé une révision complète de chaque autorisation de prélèvement liée à mes comptes. La femme au téléphone était gentille, mais je pouvais entendre la surprise dans sa voix alors qu'elle les énumérait. Forfait mobile familial, garde-meubles, financement dentaire, mensualité d'assurance, prêt pour travaux, abonnement de streaming, portail scolaire, secours électricité. Cela semblait ridicule dit à voix haute. On aurait dit que je finançais un foyer dans lequel je ne vivais même pas. Un par un, j'ai retiré mon nom. À la fin de l'appel, j'avais un numéro de confirmation et un sentiment étrange dans la poitrine, comme si le deuil et le soulagement s'étaient serré la main. Cet après-midi-là, Léa m'a envoyé un message privé. Papa dit que tu gâches tout parce que tu es jalouse que je vive encore à la maison. J'ai fixé cette phrase et j'ai senti le dernier endroit tendre en moi se durcir. Jalouse ? Elle pensait que je jalousais sa dépendance. Elle ne comprenait pas que j'avais acheté son confort avec mon indépendance. J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau, puis j'ai finalement envoyé « Je ne suis pas jalouse d'une vie que j'ai payée. J'espère que tu apprendras ce que les choses coûtent. » Elle n'a pas répondu. 2 jours plus tard, la deuxième voiture de mes parents a disparu de leur allée. Je l'ai appris par une voisine à qui je parlais encore, Madame Garcia, qui m'a appelée parce qu'elle était inquiète. Ton père criait après un chauffeur de dépanneuse, a-t-elle dit. J'ai pensé que tu devais savoir. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis restée très immobile. Une partie de moi avait mal. Une autre partie connaissait la vérité. Ce véhicule avait été plus important pour mon père que de présenter des excuses. Et maintenant, même la voiture était partie. Une semaine après avoir annulé le fonds, mon père a envoyé un message qui semblait assez poli pour tromper n'importe qui ne le connaissant pas. Nous devons parler en famille. Passe samedi à 18h. Pas de s'il te plaît. Pas de est-ce que tu peux. Un commandement en chemise bien repassée. J'ai failli l'ignorer, mais Nicolas a dit quelque chose qui m'est resté. Tu n'as pas besoin d'y aller pour les sauver, mais peut-être devrais-tu y aller pour être témoin de ce que ton absence a révélé. Alors, le samedi, j'ai conduit jusqu'à la maison où j'avais grandi, je me suis garée sur le trottoir au lieu de l'allée, et je suis restée assise dans ma voiture une minute entière avant d'entrer. La lumière du porche clignotait. Les parterres de fleurs étaient envahis par les mauvaises herbes. Il y avait une pile de courriers non ouverts visible par la fenêtre avant. Cette maison avait toujours semblé stable de l'extérieur, de la même manière que ma famille avait toujours semblé aimante à distance. De près, les deux tombaient en morceaux. Ma mère a ouvert la porte avant que je ne frappe. Son visage semblait plus mince, pendant une seconde douloureuse, j'ai failli reprendre mon ancien rôle. J'ai failli dire « De quoi as-tu besoin ?» Au lieu de cela, j'ai dit « Je suis là pour parler. » Elle a semblé déçue que je ne semble pas assez inquiète. À l'intérieur, mon père était assis à la table de la salle à manger avec des papiers disposés en piles soignées, comme si l'ordre pouvait transformer des factures impayées en plans. Léa était assise sur le canapé, les yeux gonflés et les bras croisés. Personne ne m'a serré dans ses bras. Personne ne s'est excusé. Mon père a désigné la chaise en face de lui. « Assieds-toi. » Je suis restée debout. « Dis ce que tu as à dire. » Sa mâchoire s'est contractée.
Cette attitude est exactement le problème. Ma mère a chuchoté. Camille, s'il te plaît. Nous sommes épuisés. Moi aussi, j'ai dit. La pièce est devenue silencieuse. Mon père a tapoté les papiers. Tu as coupé les paiements qui affectent ce foyer. Tu nous as embarrassés. La voiture est partie. La carte est gelée. Le compte de l'école de Léa est en retard. Ta mère a dû demander à la pharmacie de diviser une ordonnance. Comprends-tu ce que tu as fait? J'ai regardé chacun d'eux. Oui. J'ai arrêté de payer pour des choses qui n'ont jamais été ma responsabilité. Léa a bondi du canapé. Mon école n'est pas une chose. C'est mon avenir. Alors traite-la comme ton avenir. J'ai dit, demande des bourses. Trouve un petit boulot. Parle au conseiller. Fais un plan de paiement à ton propre nom. J'ai travaillé pendant mes études. Tu peux travailler pendant les tiennes. Son visage s'est tordu. Tu agis toujours comme si tu avais souffert plus que tout le monde. Celle-là a fait mouche. Pas parce que c'était vrai, mais parce que cela prouvait à quel point elle m'avait peu vue. Je me suis tournée vers mes parents. Lui avez-vous dit que j'ai payé ses frais d'inscription, ses livres, son ordinateur, son assurance auto? Lui avez-vous dit que j'ai reporté mon propre examen de certification 2 fois parce que vous aviez besoin d'argent pour ses frais? Ma mère a baissé les yeux. Mon père non. Nous ne t'avons pas demandé de compter les points, a-t-il dit. Non, j'ai répondu. Vous m'avez demandé de payer la note et de faire comme s'il n'y en avait pas. Ma voix tremblait, mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai payé le prêt quand vous avez renégocié sans me le dire. J'ai couvert la carte de crédit après Noël parce que vous vouliez que Léa ait des fêtes normales. J'ai payé le chauffe-eau. J'ai payé les soins dentaires de maman. J'ai payé les frais de découvert que vous avez mis sur le dos d'erreurs bancaires. J'ai renoncé aux vacances, aux économies, aux sorties, au sommeil et à la paix. Et après tout cela, vous avez envoyé un message groupé me disant de prendre du recul. Puis vous m'avez traité d'égoïste. Mon père s'est levé parce que tu nous faisais nous sentir petits. Non, j'ai dit, la vérité vous a fait vous sentir petits. J'ai juste arrêté de la cacher. Ma mère a finalement commencé à pleurer, mais même ses larmes semblaient compliquées. Était-elle pour moi ou pour l'argent? Je ne pouvais plus le dire. Elle s'est tendue vers moi. Nous avons eu tort d'envoyer ce message comme ça. Comme ça. Pas tort de m'avoir utilisé. Pas tort de m'avoir fait honte. Tort dans la présentation. Pas dans le principe. J'ai fait un pas en arrière. Vous ne comprenez toujours pas. Mon père a frappé la table du plat de la main. Qu'est-ce que tu veux de nous? Une médaille? Tu as aidé ta famille. C'est ce que fait la famille. Non, j'ai dit, la famille ne vide pas une personne de son sang pour ensuite la traiter d'égoïste parce qu'elle saigne. Léa a commencé à pleurer plus fort. Alors, tu en as fini avec nous? Je l'ai regardée, pour la première fois, je n'ai pas vu une petite sœur impuissante. J'ai vu une jeune femme à qui on avait appris que l'amour arrivait par mon compte bancaire. J'en ai fini d'être la banque. J'en ai fini d'être le plan de secours. J'en ai fini d'être puni pour être capable. Mon père a ri amèrement. Et qu'est-ce qu'on devient maintenant? J'ai pris mon sac. Vous devenez des adultes. J'ai marché vers la porte pendant que ma mère m'appelait. Je me suis arrêtée avec la main sur la poignée, pas parce que je changeais d'avis, mais parce que je voulais qu'il m'entende clairement. Vous vouliez que je prenne du recul. Voilà à quoi cela ressemble. Puis je suis partie. Derrière moi, j'ai entendu mon père dire, elle reviendra. Pour la première fois de ma vie, j'ai souri parce que je savais qu'il avait tort. Les retombées ne sont pas arrivées d'un coup. Elles sont venues par morceaux, comme un plafond qui se fissure lentement avant de s'effondrer. Le lundi, ma mère a laissé un message vocal disant que la compagnie d'électricité avait refusé un autre délai. Le mardi, Léa a envoyé un message disant que son conseiller voulait discuter d'options financières d'urgence, mais qu'elle ne savait pas par où commencer.
Le mercredi, mon père a envoyé une photo d'une lettre de la banque avec seulement 3 mots. Es-tu contente? Je n'étais pas contente. C'était ce que les gens comme lui ne comprenaient jamais. Les limites ne ressemblent pas toujours à une victoire. Parfois, on a l'impression d'être dehors dans le froid pendant que la maison brûle parce qu'on a enfin admis qu'on ne peut pas continuer à courir à l'intérieur pour sauver des gens qui continuent d'allumer des allumettes. Mais je n'étais pas assez coupable pour y retourner. C'était nouveau. J'ai passé cette semaine à faire des choses qui auraient semblé dérisoires à n'importe qui d'autre. J'ai ouvert un compte d'épargne dont personne dans ma famille ne connaissait l'existence. J'ai augmenté ma cotisation de retraite. J'ai pris un rendez-vous chez le dentiste que j'avais reporté depuis 2 ans. J'ai acheté un bon manteau d'hiver au lieu de me dire que je pouvais faire durer l'ancien une saison de plus. Chaque décision ressemblait à de plates excuses à la version de moi qui attendait patiemment de compter. Au travail, ma responsable a remarqué que je restais moins tard. Vous semblez différente, a-t-elle dit un après-midi alors que nous révisions des rapports d'audit. Un bon différent. J'ai failli tout lui dire, mais au lieu de cela, j'ai dit que j'avais arrêté d'être volontaire pour des problèmes qui n'étaient pas les miens. Elle a ri comme si c'était une blague. Je savais que c'était une philosophie de vie. Nicolas a été prudent avec moi pendant cette période. Il n'a pas célébré les difficultés de ma famille, et je l'aimais pour cela. Il m'a seulement rappelé quand j'oubliais. Tu n'as pas créé les conséquences. Il a dit un soir alors que nous marchions le long des quais. Tu as retiré le coussin. Cette phrase est devenue mon encre. Je n'avais pas pris la nourriture de leur table. J'avais arrêté d'être le pied de table invisible. Si tout vacillait, c'est peut-être que ce n'était jamais stable. Quelques jours plus tard, Madame Garcia a rappelé. Je ne veux pas faire de commérage, a-t-elle commencé, ce qui signifiait qu'elle avait absolument des informations. Tes parents ont eu une dispute bruyante dans l'allée. Ton père a dit qu'il devrait peut-être vendre le camping-car. Ta mère a dit que peut-être ils auraient dû t'écouter plus tôt. Je l'ai remercié et j'ai essayé de ne pas réagir. Le camping-car. Mon père adorait ce camping-car. Il l'avait acheté 3 ans plus tôt après m'avoir dit que la famille avait besoin d'air, puis m'avait demandé de couvrir la carte grise et l'assurance parce qu'il avait des problèmes de trésorerie temporaire. Je me souvenais d'être resté dans ma cuisine à manger des biscottes pour le dîner pendant qu'il envoyait des photos d'un voyage au bord d'un lac. J'étais trop occupé à faire des heures supplémentaires pour les rejoindre. Maintenant, le camping-car était sur la sellette et j'ai ressenti quelque chose de proche de la justice, pas de la cruauté. La justice, celle qui dit, le confort construit sur le sacrifice de quelqu'un d'autre finit par envoyer la facture à la bonne adresse. Puis est venu le message qui a changé le ton de tout. C'était de Léa. J'ai rencontré ma conseillère. Elle a dit que je devrais postuler pour un job étudiant et une aide d'urgence. Papa s'est fâché et a dit, ça nous fait passer pour des pauvres. Maman a pleuré. Je ne sais pas quoi faire. Pendant plusieurs minutes, j'ai fixé l'écran. C'était différent. Il n'y avait pas de demande, pas d'insulte, pas de tu dois. Juste de la confusion, de la peur, une fissure dans son sentiment de supériorité. Je voulais répondre. Je voulais aider. Mais je me suis souvenu de l'ancien schéma. Un message effrayé, une réponse douce de ma part, et soudain je serais de nouveau à l'intérieur de la machine. Alors, j'ai écrit avec soin. Tu devrais suivre les conseils de la conseillère. Paraître pauvre n'est pas pire qu'être dépendante et malhonnête. Je ne paierai pas ta facture, mais je t'aiderai à faire une liste de questions à poser. Elle a répondu 20 minutes plus tard. Vraiment? Un mot, petit mais différent. Oui, j'ai écrit. Des conseils, pas de l'argent. C'est devenu la nouvelle règle. Des conseils, pas de l'argent. Du soutien, pas du sauvetage. De l'amour, pas de la reddition. Mes parents ont détesté ça. Mon père a envoyé, alors maintenant tu joues au thérapeute. Ma mère a envoyé, elle a besoin d'une famille, pas de paperasse. J'ai répondu, aucun des deux. Léa, cependant, s'est montrée différente.
Elle m'a envoyé des captures d'écran de formulaires d'aide financière. Elle a demandé comment écrire un email au bureau des bourses. Elle a admis qu'elle ne savait pas combien coûtait son forfait téléphonique parce que je l'avais toujours payé dans le plan familial. Cet aveu m'a fait plus de mal que prévu. Pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle avait été maintenue dans l'ignorance par commodité. Mes parents ne m'avaient pas seulement utilisé, ils lui avaient appris à ne pas regarder les prix parce que j'étais toujours entre elle et la réalité. Une semaine plus tard, Léa a décroché un emploi à la bibliothèque du campus pour 12 heures par semaine. Elle m'a envoyé une photo de son badge. Ce n'est pas grand-chose, a-t-elle écrit. J'ai souri pour la première fois de la journée. C'est à toi, j'ai répondu. Mais alors que Léa commençait à changer, mon père empirait. La fierté, je l'ai appris, peut survivre à presque tout sauf à la preuve. Et j'étais devenue la preuve qu'il n'était pas le pourvoyeur qu'il prétendait être. La véritable explosion a eu lieu un dimanche soir. Je pliais du linge quand mon téléphone a sonné depuis un numéro inconnu. D'habitude, je les ignorais, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Camille, c'était ma mère appelant depuis le téléphone d'un voisin. Sa voix était éteinte. Ton père a pris mon téléphone. Il a dit que je montais les filles contre lui. Mon estomac s'est serré. Es-tu en sécurité? Elle a hésité trop longtemps. Il ne m'a pas frappé, mais il est en colère. Le camping-car s'est vendu moins cher qu'il ne le voulait, et la banque a encore appelé. Il ne cesse de dire, c'est de ta faute. Je me suis assise lentement. Pendant des années, ma famille avait présenté la colère de mon père comme une autorité. S'il élevait la voix, les gens bougeaient plus vite. S'il blâmait quelqu'un, il s'excusait. S'il prenait une décision imprudente, nous nous réorganisions tous autour d'elle. Sans mon argent pour arrondir les angles, sa colère n'avait plus nulle part où se cacher. Maman, j'ai dit avec soin. Tu dois appeler quelqu'un qui peut t'aider à faire un vrai plan. Un conseiller financier, un thérapeute familial, un parent de confiance, mais je n'envoie pas d'argent. Elle s'est mise à pleurer. Je n'ai pas demandé d'argent. J'ai fermé les yeux. Pas encore. Le silence qui a suivi m'a dit que j'avais raison. Puis elle a chuchoté quelque chose que j'avais attendu des années d'entendre et que je ne savais plus comment recevoir. Je suis désolée. Je n'ai pas répondu immédiatement. Le mot était trop petit pour les dégâts, mais c'était quand même la première chose honnête qu'elle m'offrait. De quoi es-tu désolée? J'ai demandé. Elle a pleuré plus fort. De t'avoir laissé devenir le parent dans cette famille. Cette phrase a brisé quelque chose en moi. Pas assez pour revenir en arrière, assez pour faire le deuil. Je lui ai dit que je pouvais envoyer des numéros de téléphone pour des services de conseil, des ressources de gestion de dette et une clinique communautaire. Je lui ai dit qu'elle pouvait les utiliser ou non. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que l'amour ne serait plus viré par ma banque. Elle a dit qu'elle comprenait. Je voulais la croire. Ce soir-là, Léa m'a appelé depuis le parking de son dortoir. Elle avait pris le bus pour y rencontrer un agent d'aide financière le lendemain matin. C'était la première fois qu'elle gérait quelque chose sans que nos parents ne l'organisent ou que je ne le paye. Papa dit que tu as détruit la famille, a-t-elle dit. Qu'en penses-tu? J'ai demandé. Sa respiration tremblait. Je pense que peut-être la famille était déjà détruite. Tu as juste arrêté de couvrir les fissures. Je me suis appuyée contre le comptoir de ma cuisine et j'ai regardé la pile de serviettes pliées devant moi. Une chose si ordinaire, plier du linge pendant que sa sœur grandit enfin à l'autre bout du fil. C'est une chose difficile à réaliser, j'ai dit. Ouais. Elle a fait une pause. J'ai été affreuse avec toi. Je ne me suis pas précipitée pour la réconforter. L'ancienne Camille l'aurait fait. L'ancienne Camille aurait dit, non, tu étais juste stressée. Ou, c'est bon, parce qu'on m'avait entraînée à protéger tout le monde du poids de ses propres actions. La nouvelle Camille comprenait que parfois la culpabilité est un professeur. Tu l'as été, j'ai dit doucement. Léa a reniflé. Je pensais que l'argent tombait tout seul parce que tu savais bien gérer. Je ne pensais pas à ce que ça te coûtait.
C'est pour ça que j'ai arrêté, j'ai dit. Parce qu'aucun d'entre vous ne pensait au coup. Elle s'est excusée alors. Pas parfaitement, pas de manière dramatique, mais spécifiquement, elle s'est excusée pour le message sur les frais de scolarité, pour m'avoir traité de jalouse, pour avoir laissé nos parents me faire passer pour quelqu'un de froid alors qu'elle savait que j'avais toujours été là. J'ai accepté les excuses, mais je n'ai pas effacé les conséquences. Je suis contente que tu aies dit ça, lui ai-je dit. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne serai plus ton portefeuille de secours. Je sais, a-t-elle dit. Je ne veux plus de ça. Pour la première fois, je l'ai cru. Le lendemain matin, mon père a envoyé un long email. L'objet était trahison familiale. J'ai failli le supprimer sans le lire, mais la curiosité a gagné. C'était exactement ce à quoi je m'attendais, le blâme déguisé en chagrin. Il a dit que je l'avais humilié, abandonné ma mère, mis en danger l'éducation de Léa et transformé des problèmes financiers en attaques personnelles. Il a dit que les filles ne devraient pas punir leurs parents. Il a dit qu'un jour, je regretterais d'avoir choisi l'argent plutôt que le sang. J'ai lu cela 2 fois. Puis j'ai ouvert un nouveau document et j'ai écrit chaque affirmation qu'il faisait. À côté de chacune, j'ai écrit la vérité. Je l'ai humilié et devenu la honte que son mode de vie ait été subventionné. J'ai abandonné maman et devenu je lui ai donné des ressources et j'ai refusé d'être utilisé. J'ai mis en danger l'éducation de Léa et devenu j'ai arrêté de payer pour un plan que je n'ai jamais accepté d'assumer. J'ai choisi l'argent plutôt que le sang et devenu j'ai choisi la survie plutôt que la manipulation. Puis j'ai répondu avec un paragraphe. Papa, je ne discute pas de cela par le blâme. Je ne reprendrai pas les paiements. Je n'accepterai pas les insultes comme mode de communication. Si tu veux une relation, elle nécessitera de la responsabilité, du respect et une aide professionnelle pour la situation financière que tu as créée. D'ici là, ne me contacte pas à moins que tu ne sois prêt à parler honnêtement. Il a répondu en moins de 5 minutes. Tu parles comme une étrangère. J'ai regardé le message et je me suis senti calme. Non, j'ai chuchoté à mon appartement vide. Je parle comme moi-même. 3 mois plus tard, le fonds familial n'existait plus. Pas gelé, pas en pause, disparu. J'ai fermé le compte après avoir transféré le solde restant sur mon épargne personnelle. De l'argent qui provenait de mon salaire et qui restait enfin avec moi. Le jour où je l'ai fait, je m'attendais à un feu d'artifice. Au lieu de cela, j'ai reçu un simple email de confirmation et un appartement silencieux. Parfois, la liberté n'arrive pas avec de la musique. Parfois, elle arrive sous la forme d'un reçu PDF. À ce moment-là, les dégâts s'étaient stabilisés dans la réalité. Mes parents ont vendu le camping-car. Ils ont réduit le forfait téléphonique familial. Mon père a pris un travail contractuel le week-end pour faire l'inventaire chez un fournisseur de quincaillerie, ce dont il se plaignait constamment mais qu'il continuait parce que les factures ne se souciaient plus de sa fierté. Ma mère a commencé à rencontrer un conseiller financier bénévole et, pour la première fois depuis des années, elle savait exactement combien il devait. Léa a gardé son travail à la bibliothèque, a réduit sa charge de cours pour un semestre et a travaillé avec son école au lieu d'attendre que je résolve le problème. Rien de tout cela n'était prestigieux. Rien de tout cela n'était le genre de fin où tout le monde se serre dans les bras dans la cuisine et devient magiquement une meilleure personne. Mais c'était réel, et le réel avait plus de valeur que le joli. Mon père a résisté le plus longtemps. Il ne s'est pas excusé pendant des mois. Il envoyait des messages occasionnels par l'intermédiaire de ma mère, des petits tests déguisés en nouvelles. Ton père dit que l'assurance arrive à échéance. Ton père veut savoir si tu as toujours accès à cette carte de fidélité. Ton père pense que peut-être tu pourrais aider juste cette fois pour le bon vieux temps. À chaque fois, je répondais de la même manière, j'espère qu'il trouvera une solution. Au début, cette phrase semblait cruelle. Puis elle a commencé à sembler honnête. J'avais passé des années à confondre l'amour avec l'intervention. Je pensais que si je pouvais empêcher chaque conséquence, je protégeais ma famille. Ce que je faisais réellement, c'était protéger leur dysfonctionnement de l'exposition.
Puis un jeudi soir, Léa a demandé à me voir dans une brasserie à mi-chemin entre mon appartement et le campus. Je suis arrivée en m'attendant à une autre crise. Au lieu de cela, elle a fait glisser une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait un mandat de 200 €. Ce n'est même pas proche de ce que je te dois, a-t-elle dit rapidement. Je le sais, mais c'est le premier paiement. J'ai fait une liste. Ça pourrait prendre des années. J'ai regardé le mandat, puis ma sœur. Elle semblait nerveuse, plus mince, plus vieille de la façon dont les gens vieillissent après avoir enfin rencontré la réalité. Léa, je ne t'ai pas demandé de tout rembourser. Je sais, a-t-elle dit. C'est pour ça que j'ai besoin de le faire. Je n'ai pas pleuré, mais ma gorge s'est serrée. Ce n'était pas pour les 200 €. C'était pour la reconnaissance. Pendant des années, ils avaient traité mon aide comme la météo. Quelque chose qui arrivait simplement autour d'eux. Maintenant, pour la première fois, quelqu'un dans ma famille appelait cela par son nom. Travail, sacrifice, argent, temps, vie. J'ai accepté l'enveloppe, pas parce que j'avais besoin de l'argent, mais parce qu'elle avait besoin de devenir le genre de personne qui remboursait ce qu'elle pouvait. Nous avons parlé pendant 2 heures. Pas comme sauveuse et dépendante, pas comme la responsable et la gâtée, mais comme des sœurs. Elle m'a dit que notre mère avait pleuré après la première séance de conseil parce qu'elle s'était rendue compte qu'il n'avait jamais eu de budget, seulement la conviction que je comblerais la différence. Elle m'a dit que notre père avait arrêté de prononcer mon nom au dîner parce qu'à chaque fois qu'il le faisait, maman demandait « Es-tu prêt à t'excuser maintenant ?» J'ai failli sourire à cela. Presque. Puis Léa a dit « Il a peur que tu n'aies plus besoin de lui. » J'ai regardé mon café. J'ai peur de ne jamais en avoir eu besoin. La vérité s'est installée entre nous, lourde mécène. Une semaine plus tard, mon père a enfin appelé. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Sa voix était raide. Formelle. Camille. Papa. Il y a eu une longue pause. Je pouvais entendre une télévision en arrière-plan. Puis ma mère disant quelque chose de trop bas pour être capté. Finalement, il a dit, j'ai mal géré les choses. J'ai attendu. L'ancienne Camille aurait sauté sur l'occasion pour lui faciliter la tâche. La nouvelle Camille a laissé le silence faire son œuvre. Je t'ai traité d'égoïste parce que j'avais honte. Il a continué, tu faisais des choses que j'aurais dû faire, et quand tu as arrêté, j'ai dû le voir. Ma main s'est serrée autour du téléphone. Ce n'était pas l'excuse parfaite. Cela n'annulait pas les années. Cela ne rendait pas l'argent, le sommeil, ou la version plus jeune de moi qui pensait que l'amour signifiait ne jamais dire non. Mais c'était la première fois que mon père admettait le problème sans me forcer à le porter. Merci de dire cela, j'ai dit. Je ne suis pas prête à faire comme si tout allait bien. Je sais, a-t-il répondu. Je n'attends pas d'argent. Cette phrase comptait plus que je suis désolée. Parce qu'une excuse sans changement d'attente n'est qu'une facture de plus. Nous avons convenu de nous retrouver pour le petit déjeuner le mois suivant. Lieu public. Pas de conversation financière. Pas de demandes urgentes. S'il élevait la voix, je partirais. S'il me blâmait, je partirais. S'il demandait de l'argent, je partirais. Il a accepté. S'il tiendrait parole, je ne le savais pas. Mais je savais que je tiendrais la mienne. Ce soir-là, j'ai sorti une vieille photo de famille d'une boîte dans mon placard. J'avais 22 ans sur la photo, debout derrière tout le monde avec des yeux fatigués et un sourire éclatant, portant déjà des secrets que personne n'avait pris la peine de remarquer. Mon père avait un bras autour de Léa. Ma mère riait. Je tenais la télécommande de l'appareil photo dans une main, m'assurant que tout le monde rentrait dans le cadre. Cela avait toujours été mon rôle, n'est-ce pas? M'assurer que tout le monde rentrait dans le cadre. J'ai regardé cette version plus jeune de moi et j'ai souhaité pouvoir traverser le papier pour lui dire la vérité. Un jour, ils te traiteront d'égoïste. Laisse-les faire. Un jour, ils te pousseront dehors. Pars. Un jour, ils confondront ta limite avec de la cruauté parce qu'ils bénéficiaient de ton silence.
Ne t'explique pas auprès de gens qui ne comprennent ta valeur que lorsque le paiement échoue. J'ai remis la photo dans la boîte, mais je ne l'ai pas jetée. La guérison ne nécessitait pas de haine. Elle nécessitait de la précision. Ma famille m'avait fait du mal. Je les avais aimés. Les deux étaient vrais. Mais l'amour n'était plus autorisé à me ruiner. La plus grande leçon que j'ai apprise est celle-ci. Parfois, dire non est le cadeau le plus honnête que l'on puisse faire à une famille. Pas parce qu'on veut qu'ils souffrent, mais parce qu'on les aime assez pour arrêter de nourrir la faiblesse qui les détruit. La famille devrait être un endroit où les gens partagent les responsabilités. Pas un endroit où une personne disparaît sous les besoins de tous les autres. Les limites ne sont pas des murs construits par l'amertume. Ce sont des portes avec des serrures, et les personnes saines apprennent à frapper. Je ne suis pas partie parce que je n'avais pas de pitié. Je suis partie parce que la pitié sans responsabilité devient une cage. Et quand je suis enfin sortie de cette cage, ma famille a dû apprendre à tenir debout. Cette histoire de Camille nous rappelle une vérité fondamentale mais souvent douloureuse sur les dynamiques familiales. Être le pilier financier ou émotionnel d'une famille peut sembler être un acte de dévouement, mais lorsque cela devient une attente sans reconnaissance, cela se transforme en une forme d'exploitation invisible. Le passage du rôle de sauveuse à celui de personne qui pose des limites est un acte de courage immense. Camille a compris que son identité ne pouvait pas être définie uniquement par ce qu'elle apportait aux autres. En France, la solidarité familiale est une valeur forte, parfois même inscrite dans le Code civil, mais elle ne doit jamais servir de prétexte au chantage affectif ou à l'irresponsabilité des adultes. En cessant de financer le dysfonctionnement, elle a paradoxalement offert à son père et à sa sœur l'opportunité de grandir. C'est un rappel puissant que dire non est parfois l'acte le plus aimant que l'on puisse poser. Et vous, avez-vous déjà dû poser des limites strictes avec vos proches pour préserver votre propre santé mentale ou financière? Est-ce que cela a changé vos relations sur le long terme? Dites-le moi dans les commentaires, j'y ai hâte de vous lire.